J'ai mené une vie complètement civile. J'étais mère de 2 enfants. Je suis toujours maman. J'essaye de l'être, même à distance. Quand nos soldats ont commencé à mourir, nous ne pouvions pas rester à l'écart. Alors nous avons eu un entraînement militaire. Sniper est un métier que vous apprenez chaque jour. Quand on est professionnel, on n'arrête pas d'apprendre. Parfois, tirer en premier sauve une vie. Je ne choisirais pas une autre profession. Les autres professions ne justifieraient pas que je laisse les enfants, que je laisse tout tomber pour aller au front. J'ai vu une possibilité d'infliger des pertes à l'ennemi. J'y ai aussi vu l'opportunité de sauver les nôtres. Et finalement, de détruire l'ennemi. Yulia est une femme en guerre. Mère de 2 enfants, économiste de formation, elle décide il y a 5 ans d'interrompre sa carrière pour prendre part au conflit qui déchire l'Est de l'Ukraine. Volontaire civile au sein de l'armée, elle est un jour envoyée dans une morgue pour identifier un jeune soldat tué sur le front. C'est un choc. Elle s'engage comme soldate, décide de combattre et devient tireuse d'élite, sniper. Cette arme, c'est ma vie et celle de mes gars. Et aussi la vie de tous les camarades qui sont à mes côtés. Il faut faire ça après chaque tir, 2 fois par semaine minimum. Mais j'arrive pas tout le temps, malheureusement. On essaye de garder nos armes propres, parce que la précision du tir en dépend. Je peux me passer d'eau, de douche, mais mon arme doit rester propre. Lui, il était militaire avant la guerre. C'est propre aux garçons d'aimer les armes depuis l'enfance. Yulia, c'est la pro. Elle aime les armes précises et moi, tout ce qui explose. Tout ce qui tire. J'en ai plein ma chambre. Arthur est le binôme de Yulia. Les snipers travaillent toujours à 2. Célèbre au sein des troupes, elle est appelée en soutien sur le front et se retrouve souvent face à d'autres snipers. Nous, les femmes, on a une certaine spécificité. C'est comme si, avec nous, c'était un peu plus imprévisible. Les femmes snipers ne sont pas considérées comme les meilleures, non? Mais elles sont difficiles à saisir. On ne sait pas à quoi s'attendre avec elles. C'est la pire chose pour l'ennemi. Moi, je veux être celle dont ils ont peur. Pendant 2 ans, en 2014 et 2015, Ukrainiens et milices ukrainiennes pro-russes se sont livrés une guerre sans merci pour contrôler le Donbass. Les combats de forte intensité ont fait plus de 10 000 morts, dont un grand nombre de civils. L'armée ukrainienne, renforcée par des civils volontaires et des milices nationalistes paramilitaires, s'est retrouvée face à des combattants ukrainiens séparatistes appuyés par la Russie. Début 2015, le front militaire est figé par les accords de Minsk qui imposent un cessez-le-feu. Aujourd'hui, la ligne de démarcation s'étire le long des provinces séparatistes de Louhansk au nord et Donetsk au sud.
Mais le cessez-le-feu est violé quotidiennement. La guerre est devenue un conflit de basse intensité, causant toujours morts et blessés des deux côtés. Plusieurs fois par semaine, Yulia quitte sa base de Mariupol pour se rendre au front. Il lui arrive d'en ramener quelques images. Ils sont venus dans mon pays, la terre de mes enfants. Et si je ne les tue pas, c'est eux qui nous tueront, moi avec. Je n'ai pas d'autre choix. Oui, parfois c'est triste, mais je ne le montre à personne. Je garde ça secret. Je m'enferme dans ma chambre, je me sens en morceaux. Je ne laisse personne me déranger. Je me rassemble, me redonne du courage, elle me dit « Lève-toi, tu dois y retourner. Si tu ne veux pas enterrer ton peuple, tu dois enterrer les autres. » La confusion de la guerre, les opérations qui se multiplient ont été fatales pour de nombreux civils. Sur le front, les bavures sont fréquentes. J'étais avec un collègue, on travaille rarement seul. Et on voit un militaire marcher avec une mitraillette dans le dos. Il est dans les hautes herbes, il marche. Le collègue est prêt à tirer. Je calcule son tir. Le militaire sort à découvert et nous voyons à la toute dernière seconde qu'il tient un petit enfant par la main. Nous avons renoncé à tirer. Je remercie Dieu de ne pas avoir tiré. J'espère ne pas avoir à revivre de telles situations parce que je ne le supporterai pas. Yulia vient repérer une position avancée. Il s'agit d'une cuvette au milieu des champs, aménagée de containers enterrés où sont stationnés les soldats. L'endroit est très exposé, tout proche des lignes ennemies. Elle y retrouve Vassili, le commandant de la place. Au niveau du bataillon, nous avons des femmes soldats. Elles occupent principalement des postes d'infirmières. Et c'est suffisant. Dans notre mentalité, ce n'est pas habituel de voir une femme à la guerre. Je comprends le féminisme, l'égalité, tout ça. Mais la guerre, ce n'est pas une affaire de femmes. J'ai donc un avis négatif là-dessus. Je précise, ils n'aiment pas ça, mais ils ne peuvent pas nous virer. Ils sont obligés de nous tolérer. Une femme au milieu des hommes, elle discipline un peu. Elle nous oblige à prendre soin de nous. Mais en même temps, elle amène une certaine tension au sein de l'équipe. On y travaille. Ils vont s'habituer aux femmes. Le conflit ukrainien a une particularité, l'engagement des femmes. Elles représentent près d'un quart des effectifs de l'armée. Non astreintes au service militaire obligatoire, elles sont toutes volontaires. À peine sortie de l'université, master en relations internationales en poche, Oksana a décidé de signer. Nous sommes un centre unifié de coopération civile et militaire et, en liaison avec les combats dans l'est de l'Ukraine, des sympathisants se sont mobilisés pour aider les familles qui en ont le plus besoin. Nous distribuons cette aide aux familles.
Oksana manie les ours en peluche, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elle a servi dans la marine et est entraînée au milieu des hommes. Apprendre à franchir les obstacles, désassembler et assembler les armes, tirer dans la cible. Si tu te fixes un objectif, tu y arrives certainement. Est-ce que c'est dur sur le plan moral? Oui, parfois. Et sur le plan physique? Oui, bien sûr. Marcher toute la journée avec un gilet pare-balles, c'est dur, même pour les hommes. Я думаю, що і чоловіку теж важко. Свободника, так знаете. Et bien sûr, on suscite un certain intérêt de la part des hommes. Mais l'essentiel est d'avoir le sens de l'humour. Si tu peux tourner tout ça en dérision, c'est ta meilleure arme. Les mecs sont sans leurs copines ici, alors ils te font des avances. Mais si tu sais gérer ça avec humour, en principe, il n'y a aucun problème. Dans toute la région, des familles sont divisées ou coupées en deux par la guerre et parfois hésitantes quant à savoir quel camp soutenir. J'espère qu'on va t'amener bientôt des jouets, mais maintenant, c'est juste ce nounours. La population du Donbass est très majoritairement russophone et près de 40% des habitants sont d'origine russe. Le travail d'Oksana et de son équipe consiste à consolider l'adhésion des villageois à la cause ukrainienne en donnant une bonne image. Vous savez, tout le monde a un avis différent sur l'armée et sur les politiciens. Notre tâche principale est de convaincre la population qu'on peut faire confiance aux forces armées ukrainiennes. On fait passer cette information par notre attitude, par notre attention, et avec l'aide qu'on leur apporte, on essaye de changer leur vision. L'opération séduction se poursuit au sein d'une autre famille vulnérable. Là, il s'agit d'un couple avec 5 enfants. Le mari est un ancien soldat soviétique de l'armée rouge. Voilà ce que nous avons apporté. Tout, enfin, comme d'habitude. Si ça ne vous convient pas, je sais que vous avez quelqu'un à qui donner. Sinon, on reprendra des choses quand nous repasserons. Si vous n'aimez pas, hein, on les donnera à quelqu'un d'autre. C'est un désastre. Avec le salaire actuel, nous ne pouvons même pas payer les factures de la maison et acheter quelque chose à manger. Parce que sur une période de 5 ans, on dirait que le salaire moyen augmente, mais en fait, le pouvoir d'achat baisse. Comment est-ce que vous faites pour expliquer à vos enfants ce qui est en train de se passer quand vous entendez les tirs? Eh bien, on explique les choses comme elles sont. Qu'ils tirent pas loin d'ici parce que les choses ne vont pas bien, que ce ne sont pas des exercices militaires, c'est du vrai. Ils comprennent parfaitement que ce ne sont pas des exercices. S'il y a des tirs dans les villages plus loin, les enfants vont à l'école. Si c'est plus près, on ne les laisse pas y aller. Ils restent à la maison avec nous. On se rappelle du président qui disait « je vais tout arrêter ». Et au contraire, tout va de pire en pire. Malgré le conflit, les checkpoints et l'omniprésence de l'armée, 800 000 habitants vivent proches de la ligne de front, le long d'une bande de 470 km de long. Demeurer au cœur de cette guerre, qui ne dit pas son nom, relève aussi d'une lutte permanente. Et à ce titre, la société civile est également composée par de nombreuses combattantes d'un genre différent. Olga vit à un jet de pierre de la ligne de démarcation. Bonjour. À cause des balles perdues qui arrivent souvent de la ligne de front, nous avons dû protéger les fenêtres avec des traverses de chemin de fer pour qu'elles restent intactes. On blague en disant qu'il s'agit d'une innovation.
d'un nouveau design. Ça, ce sont nos potagers qui subissent des tirs tout le temps. Et la ligne de front est là, juste derrière ces arbres, à 300 mètres. Alors, on reçoit des surprises, comme ces éclats d'obus. Et encore, c'est une petite partie de la récolte. Olga est juriste. Elle travaillait à l'aéroport international de Donetsk qui a été rasé pendant le conflit. La vie est plutôt agitée ici, et encore aujourd'hui. Personne ne nous garantit que nous sommes en sécurité. T'entends ce qui se passe? Le bombardement a déjà commencé. Écoute bien, on l'entend. Elle a donc perdu son emploi, comme une grande partie de la population qui travaillait à Donetsk, toute proche, mais désormais inaccessible. Nous avons peur de rester vivre ici, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes pratiquement dans une catastrophe humanitaire. Il n'y a pas de travail, pas de possibilité de partir. Du moins, ce n'est pas possible pour le moment. En dehors de l'usine de charbon, en ce moment, les gens sont sans travail. Les personnes ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. Oui, nous sommes les otages de cette situation et nous ne pouvons pas l'influencer de quelque manière que ce soit. Et personne ne demande notre avis ou ne prend en compte le fait que nous sommes fatigués de tout ça, que nous voulons la paix. En plus, des milliers de civils deviennent des victimes innocentes. Ça, c'est pas dangereux. Pas dangereux, l'habitude sans doute. Ici, le risque de prendre une balle perdue est permanent. À cela s'ajoute le danger lié aux mines et obus non explosés. Depuis le déclenchement de la guerre en 2014, le Donbass est une des régions les plus contaminées au monde. Aujourd'hui, les ONG spécialisées recherchent les mines et signalent leur emplacement précis à l'armée ukrainienne qui décide, ou non, de les neutraliser. À 600 km de Kiev, où les gens vivent normalement, aller à l'école est un acte de résistance. La petite ville de Marinka est située sur la ligne de front. Ici, les combats ont été intenses. Garantir la sécurité des élèves s'impose donc comme une nécessité absolue. Sac de sable pour protéger les classes des tirs et des éclats d'obus et garde armée en permanence. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, la situation géographique, les dimensions et les frontières du territoire de l'Ukraine. Situé à l'est du pays, accolé aux grands voisins russes, le Donbass est la région la plus riche d'Ukraine. Son bassin minier, ses gigantesques usines sidérurgiques sont capitales pour l'économie du pays. Mais depuis que les armes ont parlé, tout a changé. On s'est habitué à cette situation, mais j'ai peur que ça recommence. Juste avant que vous arriviez, ça tirait. On est plutôt habitué, mais dans mon cœur, je pense que si ça recommence, ces sacs de sable vont pas nous sauver. Nous savons qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les gens qui étaient nos amis, nous avons ces relations difficiles. En tant que directrice, Ludmila est aussi une vraie combattante. Au plus fort de la guerre, faire tourner l'école a demandé beaucoup d'engagement. Car une école ouverte, c'est aussi des familles qui restent et une ville qui continue à vivre malgré la peur. Mon fils cadet est né en 2014, en novembre.
Et j'ai senti les dangers pour mon bébé et mes enfants. Mon mari et moi, nous nous sommes dit qu'il fallait tout laisser et partir d'ici. Parce que les bombardements étaient intenses et c'était dangereux. Et puis après, on a commencé à réfléchir et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se permettre de partir. Est-ce que vous avez peur en venant travailler? Je n'ai pas peur pour moi, mais pour les élèves. Parce que les combats se déroulent la nuit. Je me sens plus rassurée quand les enfants sont à l'école. Nous avons un abri et un gardien, des sacs de sable aux fenêtres. Tout ça, les gens ne l'ont pas à la maison. Sous sa supervision, l'école a aménagé un abri souterrain permettant de tenir dans la durée. Place d'activité, couverture, pharmacie, de quoi assurer un confort minimal. Comme ça, les enfants peuvent s'amuser et échapper aux problèmes qui se posent à la surface. Il y a un élève de 9 ans qui est mort dans les bombardements. Ça s'est passé chez lui quand toute la famille prenait le petit déjeuner. Un obus est tombé sur sa maison et le garçon est mort sur place. Visible de l'étage, le territoire en main séparatiste s'étend tout proche derrière cette maison détruite. Passer côté pro-russe, rencontrer les habitants, apprendre ce qui fait leur quotidien n'a malheureusement pas été possible. Les médias indépendants au regard critique ont rarement accès à l'autre côté de la frontière. Après 5 ans de conflit, les usines tournent au ralenti, les gens perdent leur emploi et vivent dans des immeubles en ruine. Les petites villes proches du front ont beaucoup souffert. Par temps clair, on distingue très bien Donetsk, 5e ville du pays. Capitale du Donbass pour les autorités de Kiev, elle est le chef-lieu de la République populaire de Donetsk pour les séparatistes. Aujourd'hui, le CICR est une des rares organisations à travailler des deux côtés. Alarmée par le sort des civils otages du conflit, elle a placé l'Ukraine dans ses pays prioritaires et déploie des programmes d'assistance dans tous les domaines. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous rendre visite? Bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Parmi les plus vulnérables, les personnes âgées doivent aussi se battre pour survivre. Dans cette petite maison équipée par le CICR, toutes ont perdu leurs biens ou leur famille. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. C'est la Croix-Rouge? Oui, le Comité international de la Croix-Rouge. Je suis ravie de vous voir. Comment sont les lits? Excellent, ces lits. Ils ne sont pas abîmés? Non, non. La table, le coffre, tout ça. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, nous avons absolument tout. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Le plus important, c'est de garder le moral. Le reste viendra avec. Soutien matériel et psychologique pour ces vieilles dames qui vivent à 8 dans 2 petites pièces. Quand on a perdu ses proches dans la guerre ou qu'on en est éloigné de force,
Dans tous les cas, il y a une souffrance à gérer. Et cela, que l'on soit civil ou militaire. Sur le champ de bataille, Yulia rend visite à des volontaires qui tiennent un poste de secours. Coucou, привет. Иди сюда. Это капец. Это капец. Капец. Chaleur et réconfort, un contraste avec sa vie de sniper. Et avec les souvenirs des visages de toutes les personnes fauchées par la précision de ses tirs. Disons simplement, il m'est plus facile de supposer que je ne les ai pas touchés, que la personne a trébuché et est tombée. J'y penserai plus tard quand cette guerre sera finie. Si je commence à y penser, ça va me tuer. On nous a appris à gérer ça comme ça. Je dois d'abord penser à la vie de mes gars. La vie de ces gars et de ses 2 enfants élevés par sa mère. Ils ont 12 et 13 ans. T'as reçu 10 en géographie? Oui. Et l'anglais? Il n'y avait pas d'anglais, ça recommence aujourd'hui seulement. D'accord. Voilà Zlata. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Elle est timide. Bon, passe mes amitiés à ta sœur. Je vais la rappeler sans la vidéo. Bon, je vous aime tous beaucoup, beaucoup. Et je vous embrasse très, très fort. Faites ce que Babouchka vous dit. On manque beaucoup à nos enfants aussi. C'est dur quand maman est loin. Ma fille et moi, on a une relation difficile. Et mon fils, il m'aime énormément. Je l'aime aussi. J'aime mes 2 enfants, mais ma fille, elle a 13 ans, elle est en âge de transition. À l'intérieur d'elle, elle m'en veut. Elle me comprend, mais elle est blessée parce que ça fait 4 ans, presque 5, que je ne suis pas avec eux. Mais ici, c'est la guerre. Et c'est une bonne raison pour être absente. Ça aussi, on va le surmonter. Le Donbass, une guerre oubliée, pas pour tout le monde. Qu'elles aient choisi de prendre les armes, d'élever leur famille sous les tirs ou de combattre pour maintenir les écoles ouvertes, les femmes jouent un rôle capital dans le conflit qui déchire l'Est de l'Ukraine. Des combattantes qui partagent tout un objectif commun, le retour à une vie normale.